encourager et développer la production de gaz renouvelable. Alors actuellement, en France, on compte un peu plus de 500 installations, 500 unités de méthanisation qui produisent donc du gaz vert, un gaz qui est ensuite injecté dans le réseau de GRDF. Et donc l'idée, c'est d'encourager, de multiplier ce nombre d'unités, d'en avoir encore plus. Et donc, pour aider les agriculteurs à se lancer dans cette aventure, parce que c'est vraiment une aventure de monter une unité de méthanisation, GRDF a imaginé différents dispositifs dont nous allons vous parler ce matin. Mais avant cela, Hugues, je vous propose qu'on repose un petit peu les bases, puisque c'est le premier jour du sommet et la première matinée de conférence. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement le principe de méthanisation, pour que ce soit bien clair pour tout le monde? Je vois qu'on a en plus un jeune public dans la salle, donc ça me paraît important. Oui, bien, bonjour à toutes et tous. Alors, je vais commencer par une anecdote qui tombe bien avec le jeune public, parce que c'est une anecdote que j'avais lorsque j'étais étudiant et je travaillais l'été dans le Marais Poitevin, dans le Poitou-Charentes. On avait coutume de faire quelque chose qui plaisait beaucoup aux visiteurs du Marais, c'était de faire le feu sur l'eau. Alors le feu sur l'eau, c'était quoi? On prenait soit notre pigouille, qui était un grand manche, soit notre rame, on tassait un peu la vase, et puis avec notre briquet, on allumait au-dessus de l'eau, et ça faisait une flamme. Voilà, et ça, c'était du biogaz. Et ce biogaz, en fait, cette formule-là, on a pris le principe et puis on a mis tout ça dans une grosse marmite qui est le méthaniseur. Dans cette marmite, on met des déchets végétaux, animaux, et puis on crée quelques conditions un peu supplémentaires par rapport à celles du Marais Poitevin pour accélérer la réaction de dégradation. Et donc, cette réaction, on l'a fait dans un milieu aqueux, donc d'eau, à 40 degrés. Et puis surtout, on fait en sorte de la mettre dans un milieu sans oxygène, de façon à ce que les bactéries puissent se développer et par leur digestion, elles transforment tous ces déchets agricoles, végétaux ou animaux, en biogaz. Ensuite, ce biogaz, évidemment, il s'agit de le nettoyer, de l'épurer pour en faire du méthane, mais on va en reparler. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce biogaz, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut être injecté dans le réseau. C'est pour ça que ça vous intéresse chez GRDF. Oui, alors globalement, ça nous intéresse pourquoi? Alors, deux choses aussi encore. Dans l'histoire des gaziers, on en est à notre troisième révolution. La première, c'était les gaz gris ou le gaz de houille. Alors là, vous êtes tout jeune, vous ne l'avez pas connu. C'est plutôt mes parents qui l'ont connu. C'est ce qu'on appelait le gaz de ville, et il y avait des usines à gaz à proximité des centres de distribution. Alors sur Clermont-Ferrand, c'était entre la rue de Châteaudun et la rue République, là où le centre est aujourd'hui encore. Donc ensuite, on est passé au gaz naturel avec la découverte du gisement de Lac, qui a permis à la France d'avoir à peu près 12-13% de son gaz consommé produit en France. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le gaz bleu. Et ce gaz naturel, il a un défaut, en fait. C'est que lorsqu'on le combure, lorsqu'on l'utilise, il augmente le volume de CO2 dans l'atmosphère, puisqu'il s'est formé progressivement, lui, justement, par les déchets animaux, planctoniques et tout ça. Donc ces déchets-là ont absorbé du CO2 qui a été enfoui sous terre, mais quand on reprend le gaz naturel, on combure, et donc ça fait de nouveau plus de CO2 dans l'atmosphère. Donc on va progressivement arrêter l'usage du gaz naturel pour passer au gaz vert. Alors pourquoi est-ce qu'on dit gaz vert? C'est parce que le gaz, en fait, on le produit sur un cycle très court. Les plantes consomment le CO2 en grandissant. Ensuite, elles pourrissent, entre guillemets, elles se dégradent au sein d'un méthaniseur. On prend le CH4, on le fait fonctionner, on le combure. Et donc, après cette combustion, le CO2 repasse dans l'atmosphère. Mais le cycle est très court. Ça peut être un cycle de 6 mois à 1 an maximum. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de gaz renouvelable, parce qu'en moins d'1 an ou 1 an maximum, on a refait le produit et on peut réutiliser le CH4. Donc, on ne crée aucune concentration supplémentaire de CO2 dans l'atmosphère avec ce gaz renouvelable. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on a un peu plus de 500 unités de méthanisation en France. Et l'ambition, c'est vraiment de booster ce chiffre, de faire augmenter ce nombre d'unités. Oui, alors, donc on a bien entendu, on est un distributeur régulé, donc issu d'un service public, donc on a plusieurs autorités. Et une autorité principale, bien entendu, c'est le ministère de l'Environnement. Et Madame Agnès Pannier-Runacher souhaite qu'on puisse aller en 2030 jusqu'à 50 TWh de gaz produit, de gaz renouvelable produit. Alors 50 TWh, c'est aujourd'hui à comparer avec les 270, 280 que GRDF distribue dans ses réseaux. Donc ça veut dire que 1/5 du gaz
consommé en 2030 devra être du gaz vert. Ça, c'est une première chose. Donc aujourd'hui, ça va... Plus. Attends, j'ai pas bougé, hein, voilà. Donc aujourd'hui, on est à 11 TWh de production. Alors, pour vous donner quelques exemples, c'est quoi 11 TWh? Parce que ça, on ne sait pas trop ce que ça fait, 11 TWh. Hein, voilà. Donc, une centrale nucléaire de 900 MW, ça produit annuellement 6 TWh d'énergie. Donc, 11 TWh à la date à laquelle je vous parle, ça fait presque 2 réacteurs. Enfin, on est quasiment à 2 réacteurs de centrales nucléaires en équivalent production de gaz vert. Aller vers 50 TWh, ça veut dire qu'on aura l'équivalent d'une douzaine de réacteurs de centrales nucléaires avec du gaz renouvelable. Donc c'est vraiment un complément au mix énergétique pour la France et nous, c'est notre ambition. Alors, évidemment, cette ambition, elle est aussi un peu existentielle, hein, puisque quand on est distributeur d'énergie fossile et que tout le monde vous dit qu'il faut arrêter l'énergie fossile, on se demande s'il ne faut pas arrêter la distribution de gaz. Donc en fait, cette distribution, on la transforme en distribuant du gaz renouvelable. Donc vous l'avez dit, des objectifs ambitieux. Et pourquoi est-ce que ça vous tient tellement à cœur chez GRDF d'aller vers cette production de gaz vert? Qu'est-ce qui vous motive? Alors c'est une raison existentielle, bien sûr, parce qu'on n'aime pas perdre son métier, on aime bien le valoriser, mais au-delà de ça, c'est celui de contribuer au développement de la société. Alors, sans être trop pompeux par rapport à ça, on a un contrat de service public qu'on a signé avec l'État. Le contrat actuel, il va sur une plage de 2019 à 2023, sur 5 ans. Et sur ces 5 ans-là, l'État nous dit contribuer au développement des territoires, contribuer à la révolution bioénergétique, si je puis dire, pour prendre des mots simples. Et cette contribution-là, c'est à nous de la porter, en partie, par notre réflexion. Voilà, donc c'est pour ça que ça nous tient à cœur. Et puis on fait un beau métier, donc on veut le défendre. Alors le métier de GRDF, vous l'avez expliqué, donc c'est pas d'aller installer des unités de méthanisation, c'est pas non plus de les exploiter. Donc quel rôle est-ce que vous jouez concrètement dans toute cette filière de la méthanisation? Alors je vais reprendre un exemple de chimie, donc je ne sais pas si c'est ça clair pour tout le monde. En fait, on veut jouer le rôle de catalyseur. Alors le catalyseur, c'est simple, hein. Vous avez 2 produits et vous rajoutez un catalyseur dedans. À la fin, il sort un autre produit et vous récupérez votre catalyseur parce qu'il a servi à accélérer la réaction chimique. Voilà. Donc ce catalyseur, c'est nous, si je puis dire, sans prendre une image trop pompeuse. Ça veut dire qu'on est là pour aider les projets et on est là pour aider la recherche en amont pour avancer sur les procédés qui peuvent accélérer la production de gaz vert. Et on est là aussi pour accompagner la société agricole, l'agriculteur, qui voudrait installer évidemment un méthaniseur dans sa ferme. On va rentrer un peu plus dans le concret. Du coup, comment est-ce que vous les aidez, ces agriculteurs? Alors, bon, il faut savoir que le réseau gaz, c'est un système un petit peu complexe, hein. On a 200 000 km de réseau. Et puis un réseau gaz, en fait, c'est comme une chambre à air de vélo, si vous voulez. Ça fonctionne par effet pneumatique. Vous gonflez avec votre pompe, hein, c'est le compresseur. Et puis vous appuyez sur la valve pour faire sortir de l'air, et bien ça c'est le détendeur. Et quand votre chaudière souhaite faire de la chaleur, elle appuie sur la petite valve, ça fait rentrer du gaz, et puis elle brûle le gaz. Voilà, donc le réseau gaz, c'est un réseau pneumatique. Donc déjà, première chose, quand on a une étude de méthaniseur, on regarde si l'endroit où il y aura une production de gaz va être pouvoir injecté dans le réseau, sans que le réseau ne se gonfle trop et dépasse sa pression de distribution. Donc première chose, on fait des études et on accompagne dans l'explication le projet. Deuxième chose, cette étude, après, on fait l'étude proprement dite de raccordement. C'est-à-dire c'est une étude un peu technique, hein. Il faut pouvoir poser un tuyau, pouvoir réfléchir à l'implantation du poste. Donc on fait l'étude de raccordement. Après, on fait les travaux, bien entendu. Et puis après, on fait ce qu'on appelle la maintenance du poste d'injection. Parce que le poste d'injection que la société ou l'agriculteur va prendre, il va le prendre en location et on fait la maintenance, l'entretien de ce poste et on fait les réglages pour que toute l'injection se déroule bien. Alors vous, Hugues, vous êtes directeur recherche et développement, innovation, valorisation. Donc on va peut-être un petit peu aller aussi sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y a toute cette partie technique que vous venez de nous expliquer, mais il y a aussi comment susciter des projets autour de la méthanisation. Et dans ce cadre-là, GRDF lance des appels à projets régulièrement pour répondre à des problématiques variées. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'appels à projets ?
Oui, alors avant tout ça, si vous le permettez, si j'ai encore un tout petit peu de temps, bon, il faut bien savoir que GRDF n'est pas seul, hein. On a toute une filière avec nous, bien entendu. Nous, on est un peu le catalyseur, mais il y a des bureaux d'études, il y a l'ADEME, il y a plein d'acteurs, il y a même beaucoup de groupements de recherche, je vais en parler, qui nous aident à faire en sorte de faire progresser la question de la méthanisation. Donc, il faut savoir que la première méthanisation, si vous devez retenir une date, c'était il y a 10 ans, dans la Brie, avec deux frères qui s'appelaient les frères, qu'on appelle les frères Couac, de façon un peu sympathique, et qui ont fait leur première injection. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, Laetitia l'a dit, plus de 500 installations injectent, plus de 600 au total en France, mais plus de 500 injectent dans notre réseau. Et donc, on va vers 2500. Donc, vous voyez le gap, en 10 ans, on est passé de... Et dans 10 ans, on espère être de 500 à 2500. Voilà. Donc, la question des appels à projets. Alors, qu'est-ce que c'est ça? En fait, GRDF n'est pas seul, je l'ai dit, et puis surtout, n'est pas intelligent tout seul. Parce qu'il y a plein de bon sens dans cette action de la méthanisation, que ce soit du bon sens paysan, comme on dit souvent, le bon sens des bureaux d'études, le bon sens des constructeurs, le bon sens aussi de l'ADEME, de l'INRAE, du CNRS, des INSA, enfin des gens avec qui on travaille, des écoles d'ingénieurs et des chercheurs. Donc, la solution n'est jamais en notre main. Elle est autour des problématiques qu'on pose et puis de savoir qui peut nous aider à répondre à ces problématiques. Alors c'est pour ça qu'on lance des appels à projets. Donc en fait, on a un site, innovation.grdf.fr, on inscrit la problématique pour laquelle on fait un appel à projet, c'est-à-dire en fait un appel aux réponses qu'on souhaite avoir en fonction de la problématique qu'on expose. Et ces appels à projets, aujourd'hui on en est à presque une petite vingtaine concernant la biométhanisation, une cinquantaine pour GRDF dans la globalité, une petite vingtaine pour la méthanisation, et on en a plusieurs en cours actuellement. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un exemple qui serait parlant pour notre public d'un appel à projet? Alors, il y en a un qui a été clos, qui consistait à réfléchir à la qualité des intrants. Les intrants, c'est ce qu'on met dans le méthaniseur. Donc, comment les améliorer ? Que ce soit par le fait de les sécher, de les stocker, de les comprimer, de les mélanger. Voilà, donc il y a eu un appel à projet qui était comme ça. Alors il est terminé, celui-là. Il y a eu par exemple une société qui nous a fait des petites boulettes de déchets équins, on doit dire équins, voilà, pour qu'elles soient mieux digérées par les bactéries. Et une réflexion aussi sur les mélanges de façon à ne pas apporter trop de fibres ligneuses pour que ça se dégrade mieux dans le méthaniseur. Voilà, donc celui-ci est clos. On en a un qui est en cours, qui est sur les solutions autour de la sécurité autour du méthaniseur. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que le méthaniseur aussi, c'est une petite industrie. Donc il y a 2-3 réservoirs, il y a un poste d'injection, il y a de la circulation, il y a des débits d'eau, des débits de gaz, il y a des gros systèmes de chargement. Et donc, il y a une sécurité comme sur un site industriel. Donc, il faut penser formation. Comment on se comporte quand il y a du gaz dans l'atmosphère. Donc, il faut des détecteurs. Il faut des détecteurs de gaz. Il faut aussi des vêtements appropriés. Il faut aussi donc cette formation en cas d'intervention. À quoi je touche, qu'est-ce que je fais, comment je règle les choses. Et puis, bien entendu, il y a aussi le comportement. C'est-à-dire qu'en site industriel, on n'y entre pas comme on rentre dans la maison. Voilà. Donc, ces comportements-là, il faut les étudier et il faut les expliquer. Donc, on a actuellement un appel à projet sur ce point-là, qui a démarré, je crois, début septembre. Et puis, on va en faire un aussi sur les solutions numériques. Parce que, vous le savez, on est dans un monde aujourd'hui où il faut faire preuve de traçabilité, il faut savoir gérer les datas. Et on a un appel à projet en cours sur comment est-ce qu'on peut gérer toutes les datas qu'on doit pouvoir récupérer autour d'un méthaniseur. Voilà. Qu'est-ce que vous faites une fois que ces projets ont été présentés, qu'il y a eu donc des réponses à ces fameuses problématiques, et que deviennent les lauréats de ces appels à projets? D'ailleurs, vous allez pouvoir en découvrir quelques-uns. On en aura un ce matin et il y en aura tout au long du salon. Donc, n'hésitez pas à revenir ici dans l'espace Agora pour découvrir les pitchs et les témoignages des lauréats. Mais voilà, au niveau de GRDF, qu'est-ce que vous faites des lauréats une fois qu'ils ont été récompensés par GRDF? On ne les laisse pas tomber, surtout pas, hein. Donc, en fait, le lauréat gagne un prix, si je puis dire. Alors, le prix, entre guillemets, c'est
une aide financière pour continuer à développer l'idée et pour aller vers un prototype. Voilà. Donc déjà, on l'accompagne pour la réalisation de son prototype ou de son idée ou de son programme informatique ou enfin que sais-je. Et donc, à partir de là, si l'idée est bonne, après on en fait la promotion et elle est utilisée ou pas par le monde professionnel de la méthanisation, que ce soit les bureaux d'études, que ce soit les producteurs de gaz. Voilà. Très bien. Alors avec tous ces projets qui arrivent autour de la méthanisation, ça va finir par faire beaucoup de gaz renouvelable qui va être produit. Comment est-ce que de votre côté, vous vous assurez d'être en capacité d'absorber tout ce gaz? Alors, pour le dire de façon peut-être assez simple, voilà. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 200 000 km de réseau. Ça fait quand même déjà un beau réseau. Voilà. Donc 200 000 km de réseau et dans lequel il faut pouvoir injecter du gaz. Et si on en injecte trop, il monte en pression et le système se bloque. Donc il faut gérer la pression du réseau. Pour gérer la pression du réseau, on l'a découpé à peu près en 400 grandes mailles, ce qu'on appelle des plans de zonage. Ces plans de zonage, en fait, ce sont des entités avec un périmètre bien connu, avec 2-3 entrées, et puis après, derrière, un écosystème qui fonctionne tout seul. C'est-à-dire qui fonctionne par de l'injection, qui fonctionne par aussi ce que consomment les clients, les industriels, qui fonctionne en fonction de la température, qui fonctionne aussi en fonction de sa capacité de stockage, c'est-à-dire la dimension de son réseau, le diamètre, les mailles qui le constituent. Et donc ces plans de zonage nous aident à imaginer combien on va pouvoir mettre de points d'injection dans la zone, et puis comment est-ce que cette zone doit communiquer avec le réseau de très haute pression qu'a le réseau GRT, le réseau de transport. Et là, on fait des rebours pour remonter le gaz quand le plan de zonage ne consomme pas assez. Voilà, ça s'appelle l'exploitation dynamique du réseau. C'est nouveau pour nous parce qu'auparavant, le gaz ne faisait que descendre. Aujourd'hui, il faut non seulement injecter, l'utiliser, voire quelquefois le faire remonter sur le réseau de haute pression pour qu'on puisse l'utiliser ailleurs que dans le zonage. Merci beaucoup, Hugues Malino. Il nous reste 5 minutes. Donc, ce que je vous propose, c'est de lever la main si vous avez une question à adresser à Hugues Malino qui est présent avec nous ce matin. N'hésitez pas, on a quelques minutes pour prendre quelques questions, soit sur GRDF, sur l'innovation au sein de GRDF, sur la méthanisation. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir dans le public ? Bonjour, c'était pour savoir un petit peu au niveau des profils d'agriculteurs qui optent pour ce type d'installation, la méthanisation. On est plutôt sur quel profil d'exploitation, voilà. Et quel secteur géographique ici aussi Alors, je ne sais pas si je vais être extrêmement précis. Une chose est sûre, ce qu'on observe aujourd'hui, le développement des méthaniseurs se fait plutôt dans les plaines. Les plaines avec des cultures céréalières assez souvent et des plaines d'élevage. Voilà. Mais d'élevage avec un cheptel relativement important déjà. Voilà. Ce qui n'empêche pas que, de toute façon, même si on est parti avec des solutions vers ces milieux-là, on aura, comme dans la vie, des petites installations et des très grosses. Voilà. Et donc l'idée de GRDF proprement dit, et l'idée aussi du gouvernement, parce qu'il faut aller vers 50 TWh en 2030, c'est d'utiliser tout le potentiel de gisements biométhanisables. Donc les gisements aujourd'hui, et ça on est assez d'accord, qu'on s'appelle ADEME, qu'on s'appelle Négawatt, qu'on s'appelle le gouvernement, pour dire qu'on a entre 90 et 120 TWh de gisements de biométhane par la dégradation biologique disponible. Donc vous voyez, entre 90 et 120 par rapport aux 250-300 dont je vous parlais tout à l'heure, on a à peu près un tiers de capacité de gisement de biométhanisation en France, quelle que soit l'exploitation. Alors après, évidemment, quand vous êtes une grosse exploitation avec un unique intrant ou quand vous êtes une petite avec plusieurs types d'intrants, le prix de vente du gaz n'est pas le même, mais ça fait partie des règles qui sont indexées par la CRE et puis le processus d'achat. Voilà. Donc il y a de la place pour tout le monde. Merci. Est-ce qu'on a une autre question ? Quelqu'un qui souhaite intervenir, réagir ? Bonjour. Est-ce que vous pensez que les 50 TWh d'ici 2030 sont atteignables sans qu'il y ait des cultures dédiées à la production d'effluents et que du coup il y ait moins de concurrence entre alimentation animale,
espace utilisé pour l'énergie et alimentation humaine. Alors, je ne sais pas si c'est à moi de croire ou de ne pas croire, hein. Je vais vous expliquer juste. En tout cas, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat parce qu'humainement, on se dit que l'agriculture est faite pour nourrir. Voilà. Et puis après, à quoi peut servir l'agriculture? L'agriculture, elle est aussi faite pour faire en sorte que l'économie circulaire d'un territoire fonctionne, alors que ce soit par la nourriture ou l'énergie. Bon, mais disant ça, je n'ai pas répondu à votre question. La question, elle est très surveillée par le gouvernement. Vous savez qu'en France, on est un pays qui réglemente beaucoup, qui adore réglementer. Et la problématique des cives, donc des cultures intermédiaires à vocation énergétique, voilà, je cherchais le i, elles sont là pour ça, elles sont réglementées, on ne peut pas planter n'importe quoi. Et dans le cadre de nos appels à projets, dans le cadre de notre réflexion, on s'aperçoit aussi que ces cives-là, ces plantes qu'on plante entre deux cultures, elles ont un intérêt aussi. Elles ont un intérêt pour ne pas dégrader les sols, elles ont un intérêt pour refixer du carbone, elles ont des intérêts qui sont importants pour l'agriculteur lui-même. Donc il y a une réglementation qui est en place, il y a une réflexion sur l'usage de ces cultures intermédiaires, et il y a aussi bien entendu des interdictions autour de... On ne peut pas faire un méthaniseur qui est nourri uniquement de maïs. Ce n'est pas possible, c'est interdit aujourd'hui. Voilà. Donc il y a un vrai regard réglementaire sur ces questions de qu'est-ce qu'on met dans le méthaniseur. Voilà. Merci beaucoup. Merci Hugues Malino d'avoir été avec nous ce matin. On va poursuivre notre programme de la matinée avec une table ronde pour laquelle on va accueillir 3 intervenants. Merci Hugues. Je vous laisse redescendre de la petite scène. Et donc, nous allons pouvoir passer à notre table ronde qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin sur cette question de l'innovation et de la R&D pour aider les agriculteurs à valoriser leurs exploitations. Alors, avoir une unité de méthanisation, c'est déjà une belle étape pour répondre aux enjeux environnementaux, mais comment aller plus loin? Comment optimiser son utilisation? Comment décarboner les pratiques? Comment valoriser le CO2 qui est produit aussi pendant le processus de méthanisation? Ce sont toutes les questions qui vont nous intéresser. Hop, je vous donne un petit micro. Et qu'on va pouvoir traiter ensemble. Allez-y, mettez-vous là, moi je vais me mettre dans le coin. Voilà, et vous voyez que j'ai été rejointe sur la scène par 3 intervenants, donc trois regards qui vont nous aider à nous éclairer sur ces 3 questions-là, sur ces questions. Nous avons Pierre Fontanille, donc, qui est directeur général de BioValo. Bonjour. Bonjour. Pascal Serra, de la direction R&D et innovation de GRDF. Et Pierre Deville, donc vous êtes agriculteur dans... Julien, pardon. En plus, je sais en plus que vous appelez Julien. Julien Deville, agriculteur dans l'Allier, exploitant d'une unité de méthanisation. Bonjour à tous les 3, merci d'être avec nous. Alors, Pierre Fontanille, je vais vous laisser la parole en premier pour nous présenter BioValo et nous raconter aussi la petite histoire derrière la création de cette entreprise. Merci, bonjour à tous. Rapidement, BioValo aujourd'hui c'est un bureau d'études qui est basé, qui est local, puisqu'on est basé à côté de Clermont-Ferrand, à Rion. On a une équipe de 8 personnes et donc on accompagne en fait les porteurs de projets et les exploitants d'unités de méthanisation dans leur fonctionnement, donc soit dans la mise en place de leur réflexion, l'accompagnement autour de cette réflexion dans le cadre du développement d'un nouveau projet, et également au moment de l'exploitation, puisqu'on fait du suivi biologique, de l'aide à l'exploitation, et on accompagne également les exploitants autour de la réglementation et notamment de la certification du biométhane. Voilà, c'est des activités qui sont assez complètes. Et l'autre volet est par rapport à votre question sur la genèse en fait, de la structure, c'est qu'on a la particularité aussi d'être une plateforme d'innovation. Donc on a des outils qu'on appelle des outils pilotes, des mini-méthaniseurs sur lesquels on peut faire un certain nombre de tests. Et donc c'est en fait l'émanation de travaux de recherche et développement qui ont conduit en fait à mettre en place ces outils. Et donc on travaille avec des gens autour de l'innovation sur ces différents matériels. Merci. Alors on va parler ensemble d'innovation au service des agriculteurs, un terme donc qu'on entend souvent, le terme innovation, mais finalement on peut mettre plein de choses derrière. Est-ce que Pierre, vous pouvez nous proposer peut-être une définition ou un petit cadrage du terme innovation pour notre échange aujourd'hui? Alors effectivement, je pense qu'à travers les témoignages qu'il va y avoir, il y a différents types d'innovation. La première innovation, c'est tout simplement l'innovation de terrain avec les acteurs proprement dit, les exploitants proprement dit, qui chaque jour
en fait, innovent dans leurs pratiques. Donc je pense que Julien est l'exemple parfait justement pour nous parler de ça. Donc c'est un premier niveau d'innovation. Après, il y a une innovation technique où on a des équipementiers, des constructeurs qui développent des nouvelles solutions. Aujourd'hui, on parle par exemple beaucoup de biodéchets, comment on peut incorporer des biodéchets sans perturber le fonctionnement d'une unité de méthanisation. On parle beaucoup de traçabilité, on l'a dit tout à l'heure, traçabilité des données. Donc il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et puis on a aussi une partie innovation de rupture, où là on va avoir quelque chose d'un tout petit peu plus prospectif, où on est au stade plutôt de la démonstration. On a encore ces innovations qui ne sont pas mises sur le marché. Et ça se situe beaucoup autour du CO2, de la captation du CO2, de la gestion du CO2 et de la valorisation du CO2 par des procédés comme la méthanation par exemple. Et on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. On va peut-être effectivement commencer par le terrain, commencer par le concret. Et donc on va voilà, donner le micro à Julien Desvilles et on va parler donc d'innovation dans le quotidien des agriculteurs. Vous êtes céréalier dans le bocage bourbonnais et avec d'autres agriculteurs du territoire, vous avez une unité de méthanisation qui s'appelle Agri-Biogaz. Est-ce que vous pouvez nous décrire déjà cette unité en quelques mots ? Donc aujourd'hui, Agri-Biogaz, c'est une unité en cogénération, 500 kW. Elle est sur une ferme effectivement de plusieurs agriculteurs qui sont réunis en petites coopératives. Et aujourd'hui, nous, cette unité, elle est arrivée sur une ferme qui était en semi-direct et simplifié depuis plus de 30 ans. Et c'est pour aller plus loin dans cette technique-là qu'on a rajouté notre outil méthanisation pour aller vers une recarbonation de nos sols. Essayer de refermer la boucle de nos exportations en valorisant ce qu'on avait à notre disposition, en améliorant sa qualité et sa disponibilité. C'était vraiment l'objectif. Et l'unité aujourd'hui, si vous pouvez nous donner quelques chiffres clés pour qu'on prenne un peu la mesure. Aujourd'hui, notre unité, en termes de production, c'est l'équivalent des 6 petits villages qu'on a autour de chez nous. Donc c'est pas énorme en termes de kilowatts, mais sur le territoire, ça représente déjà plutôt pas mal. Contrairement à une centrale nucléaire qui met quelques kilomètres avant d'arriver, nous c'est produit en local, consommé en local. C'est quand même un avantage. Par rapport à nos pratiques, l'engrais qu'on produit issu du process de méta, c'est le digesta. Et ça nous permet d'économiser 30% de nos besoins. Ce qui n'est pas anodin, parce qu'on a une ferme à peu près de 500 hectares et on la cultive presque 2 fois dans l'année. C'est le but des semi-directs et simplifiés, c'est travailler des couverts vivants, travailler de la végétation en permanence. Et donc cette végétation a des besoins en engrais. La méta vient combler 30% de nos besoins. Et une réduction des phytos aussi, parce qu'en étant dans de la valorisation de nos intercultures, on ne met plus un coup de glyphosate dessus, on l'encile et on la détruit mécaniquement. On a évolué aussi là-dessus. Comment est-ce que vous innovez au quotidien dans vos pratiques ? Qu'est-ce que vous cherchez à faire ? Aujourd'hui, l'innovation, c'est de valoriser encore mieux. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait l'idée de départ, celle que je viens d'expliquer. Demain, c'est apporter encore au plus près des besoins de la plante, avec peut-être de la granulation d'une partie du digesta pour incorporer sur la ligne de semis. C'est-à-dire de le réduire en granulés, tout simplement ? Oui, il y a une partie où on fait de la séparation de phase, le liquide d'un côté, le solide de l'autre. Ce solide-là, le granulé, l'incorporer dans la ligne de semis, où on serait quasiment sur un hydro-rétenteur, j'exagère un peu, mais quand même, ça permet au moins sur des phases de stress hydrique, qu'on a souvent aujourd'hui, de capter un petit peu d'eau, d'amener des éléments fertilisants à la plante et qu'on a une plante qui démarre avec un schéma de pousse au mieux, avec les éléments disponibles tout de suite. Et ça, c'est important aujourd'hui. Innover sur, encore une fois, le digesta avec du liquide, l'amener aux besoins de la plante tout de suite sortie d'hiver, développer des outils pour l'amener au mieux. Et peut-être demain, la mobilité qu'on peut imaginer en gaz, l'avoir aussi, nous, comme carburant et outils de production, parce que les coûts de production ont relativement explosé depuis le Covid, depuis l'Ukraine. Si demain, on est capable de produire une partie de nos carburants, clairement, la maîtrise du coût de production nous permettra de mieux avancer dans nos schémas de grande culture. Là, vous parlez de choses que vous auriez envie de développer. Qu'est-ce qui vous manque pour faire tout ça ? Du temps. Du temps. Après, il y a d'autres exemples que je peux donner via ce qu'on rencontre sur le territoire de l'Allier, via Métallier. On a des gens aujourd'hui qui récupèrent du CO2 et qui le valorisent sur des filiales. On en parlera juste après, oui. Très bien, ça marche. Mais l'innovation aujourd'hui avec la méta, il y a vraiment un tremplin pour nos fermes parce qu'on se met à produire de l'énergie et on ne peut que s'améliorer sur la gestion de cette énergie, avec la chaleur, avec toutes ces choses-là. On parle beaucoup aussi de décarbonation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour décarboner vos pratiques ?
Nous, aujourd'hui, c'est vraiment les économies que je signalais avant. On achète moins d'engrais, donc les 30% que je substitue produits en local, c'est d'autant moins de gaz russe craqué en Kazakhstan qui arrive par bateau sur le port de Marseille et qui n'arrive pas chez nous. Ça, c'est de la vraie décarbonation. Le bilan carbone de ce que je viens de dire, il est dur à faire, mais il est concret. Il est vraiment concret. Cette dépendance aux fossiles qu'on avait, on l'a moins aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on l'a plus, mais on l'a moins. Donc ça, c'est de la vraie décarbonation. Et c'est vraiment l'intégralité de nos pratiques. Les phytos en moins, un nombre de passages en moins. Même si on fait de l'ensilage aujourd'hui, de maintenir un couvert vivant nous fait moins d'intervention mécanique. Donc moins de consommation de gasoil. Même si un chantier d'ensilage pour une partie de nos gisements fait un certain coût, c'est déjà mieux. Et les fumiers aussi. Aujourd'hui, les gens chez qui on collecte du fumier produisent moins de fumier. Parce qu'on cure plus souvent. On est sur une meilleure qualité de paillage, parce que pailler plus souvent avec pas d'accumulation de fumier, nous, c'est un meilleur gain sur le pouvoir méthanogène, mais eux, c'est un meilleur gain sur la litière des bêtes. Donc, c'est un gain aussi en décarbonation. Merci. Pierre Fontani, est-ce que vous avez d'autres initiatives de terrain, en écoutant Julien, qui vous viennent à l'esprit et que vous pourriez nous partager ? Oui, il y en a beaucoup. Hein. Julien essaie beaucoup de choses, teste beaucoup de choses. Il y en a plein qui se font en permanence. On parlait justement, on peut peut-être parler de la matière première, effectivement, et les cultures. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives sur la sélection d'espèces, justement, pour pouvoir lutter contre le stress hydrique. On voit que c'est de plus en plus prégnant. C'est un sujet qui est quand même très complexe. On va devoir aujourd'hui s'adapter aux besoins en eau, aux restrictions d'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui est très concret et qui est une problématique qu'il faut prendre à bras le corps, puisque les expérimentations en fait prennent du temps. Hein. C'est des cultures, donc forcément, pour avoir un rendu et de l'efficacité de l'initiative, c'est souvent assez long. Donc il faut très vite anticiper. Donc voilà, ça c'est un exemple sur la matière première. Sur l'exploitation proprement dite, il y a des choses qui se mettent en place de plus en plus. On cherche notamment à réduire les consommations énergétiques, en essayant de travailler par exemple des enzymes qui viennent fluidifier la matière et donc qui permettent de réduire les coûts de brassage par exemple. Voilà, c'est des choses qui sont assez concrètes. Et puis effectivement, il y a ces problématiques autour du CO2. Donc ce qui a été expliqué, c'est qu'effectivement, on cherche à valoriser toutes les fractions en fait à la sortie de la méthanisation. Le biogaz évidemment, l'électricité ou la chaleur quand c'est de la cogénération. Le digestat, on voit que on arrive à une gestion très fine et très précise. On parle souvent d'agriculture de précision, mais pour le digestat, c'est complètement le cas. Et puis, il y a une autre fraction, effectivement, qui ressort de la méthanisation, c'est le CO2. Et c'est bien là-dessus aussi qu'il y a beaucoup d'innovation. Merci beaucoup. Pascal Serra, je rappelle donc que vous travaillez à la direction recherche et développement innovation de GRDF. Alors, on l'a dit, on vient de le dire, on le redit une fois, l'unité de méthanisation, donc, elle produit effectivement du gaz renouvelable, mais elle produit aussi du CO2. Et bien souvent, ce CO2, il n'est pas ou peu valorisé. Mais chez GRDF, vous avez eu des réponses à des appels à projets que vous lancez régulièrement autour de cette problématique pour arriver à valoriser ce CO2. Qu'est-ce que vous pouvez nous partager à ce sujet ? Oui, Laetitia. Alors, je vais partager un autre exemple pour le coup par rapport à cette problématique du CO2. Donc, je vais pas revenir sur les explications du Balino tout à l'heure là sur le cycle de ce CO2, donc dit à cycle court. En fait, on a beaucoup de gens très compétents qui accompagnent la filière. On voit donc de l'utilisation du CO2 qu'on qualifie donc de biogénique, c'est-à-dire qui peut être utilisé à des fins alimentaires, par exemple. Par opposition au CO2 dit industriel qui proviendrait d'une cheminée. Voilà. Donc pour CO2 biogénique, en fait, on a effectivement identifié un certain nombre de start-up, d'acteurs qui pouvaient proposer des solutions innovantes. On s'est intéressé à une en particulier qui concerne le séchage du bois, pour être un peu original. Et on a fait aussi un choix il y a beaucoup de solutions qui apparaissent pour faire du CO2 qui sera ensuite liquéfié, avec un coût pour le porteur de projet qui sera probablement plus important. Et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire avec du CO2 sous forme gazeuse. Et on a trouvé le séchage du bois. Cette société, elle s'appelle Waze. Et en fait, de quoi il retourne. Alors je fais un petit panorama rapide du bois pour imaginer mon propos. Hein. Le bois en France, faut imaginer, si je donne des grandes masses, 38 millions de mètres cubes. Il y en a un paquet qui s'appelle le bois d'œuvre, 20 millions de mètres cubes.
il y a 10 millions de mètres cubes qui sert bois industrie, puis il y a 8 millions de mètres cubes qui sert pour le chauffage. Voilà. Avant de m'intéresser au sujet, je ne savais pas du tout, ça représente 400 000 emplois en France. L'automobile, c'est 200 000. Je n'avais pas du tout ces ordres de grandeur-là en France, voilà, pour la petite histoire. Si je reviens sur mon bois d'œuvre, là, les 20 millions, il y a une partie de ce bois qui est donc scié et séché. Et il se trouve que sur ces volumes-là, donc 8 millions qui est scié, il y en a 20% qui est séché à l'étranger. Ça fait mal à la balance extérieure, hein, je passe le détail. Et surtout, on s'est dit il y a quelque chose à faire. Donc, on a trouvé une société qui s'appelle Waze, qui développe un procédé de séchage du bois, non pas à l'air, comme ça fait classiquement, mais avec du CO2. Le CO2 biogénique étant, et on a un démonstrateur en cours, étant issu d'une station de méthanisation, donc un projet supplémentaire pour valoriser donc l'un des projets, par exemple, d'un agriculteur. Et le gros avantage, c'est que cette société, par rapport à un séchage classique du bois, par exemple, je vais prendre une essence de chêne, il va falloir une grosse vingtaine de jours pour sécher du bois, méthode classique. En le séchant avec du CO2, c'est 48 heures. Voilà, pour vous donner les ordres de grandeur. Donc, je vous laisse imaginer le temps de séchage qui est diminué, le volume de stockage, la surface de stockage, bien entendu, qui est diminuée, et puis, bien entendu, c'est ce qui nous intéressait, un revenu complémentaire potentiel pour l'utilisation de CO2 auprès de l'agriculteur. Donc, on a un démonstrateur avec cette start-up qui s'appelle Waze en cours en Seine-et-Marne avec des résultats très intéressants. Un système d'une grosse boîte et qui va prendre ce CO2, qui va simplement l'utiliser. Alors, ça va changer les caractéristiques du bois. Le bois séché avec du CO2, il va en séquestrer une partie, un puits de carbone potentiel. Et le reste, ce qui n'aura pas été utilisé dans le flux en fait, de séchage, il reste disponible en fait, pour le producteur de ce CO2 issu de la station de méthanisation et il va pouvoir être utilisé pour d'autres sujets. Voilà. Donc c'est vraiment un bonus. On va en capter une partie, ça va changer les caractéristiques du bois, ça va permettre un séchage plus rapide. Les industriels du bois en sont très friands, hein, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et par ailleurs, ça va rester disponible. On va considérer, on attend les premiers résultats vraiment probants, on va considérer que sur un flux de 100%, il y en a entre 20 et 30% qui va être stocké de manière durable, et puis les 70% qui auront été utilisés dans le flux, les 70% resteront disponibles pour faire autre chose. Voilà le type de projet, et encore une fois, au travers d'un appel à projet qu'on a identifié une start-up là, pour avancer sur ce sujet-là, et il y a bien d'autres applications possibles. Julien, Pierre, qu'est-ce que ça vous inspire, ce projet ? Non, mais c'est effectivement un exemple hein, où on vient amener de la science autour d'une problématique qui est la valorisation du CO2. Et on voit qu'on arrive assez rapidement finalement à déboucher sur des solutions concrètes. Donc voilà, c'est ce que je disais sur l'innovation. Il y a différents stades. Ça va plus ou moins rapidement vers une mise sur le marché, vers une solution technique viable à la fois techniquement et économiquement. Donc, mais la France est un pays d'invention. Voilà, on a justement des acteurs comme cette structure qui innovent, qui cherchent à valoriser une fraction d'un produit de la méthanisation. Donc c'est très bien, on ne peut qu'encourager ces initiatives. Julien, tout à l'heure, vous avez évoqué Métallier. Alors Métallier, c'est une association dans l'Allier qui regroupe des exploitants d'unités de méthanisation. Et parmi certains de ces exploitants, il y en a qui réutilisent aussi le CO2 produit par le méthaniseur pour l'alimentation. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on a un exemple qui est en route, qui récupère du CO2 via l'épuration de son gaz et qui le valorise sur des filières qui regazéifient
des sodas, des choses comme ça. Enfin, il y a tout un marché aujourd'hui du CO2. On produit du CO2 en émettant du CO2 et on a un marché en face de ça. Donc c'est hyper important d'avoir cette récupération de CO2 aujourd'hui pour la valoriser dans des filières qui existent, dans des filières qui vont apparaître. Ça, c'est vraiment essentiel parce qu'on a besoin vraiment de valoriser tout ce qu'on produit aujourd'hui. Malheureusement, en agricole, on a tendance à être des producteurs de minerais qui partent à l'étranger, même du bois aujourd'hui qui part à l'étranger de façon massive, c'est un peu dommage. Le valoriser sur nos territoires, déjà c'est faire vivre les agriculteurs qui produisent et derrière c'est créer toute une filière. J'aimerais bien trouver le chiffre du monde agricole, le nombre d'emplois que ça peut représenter, mais je pense que ça peut être un peu conséquent quand même. Donc on a besoin de ces valorisations et de ces innovations pour aller sur du technique. Ça veut dire que quand on boit un soda, potentiellement dedans, il y a du CO2 issu d'un méthaniseur. Et j'espère que ça sera le cas de plus en plus. Alors, Pierre, est-ce que vous avez d'autres innovations, d'autres solutions à nous partager justement sur cette valorisation du CO2 ? Oui, juste avant, hein, le CO2 qu'on va trouver dans le soda, ok, il est passé par un méthaniseur, mais avant, il a été capté par un végétal. Hein, c'est vraiment l'idée qu'il faut en avoir. Sur la méthanisation n'est pas émettrice de CO2 comme on a parlé du gaz bleu, hein, on est bien d'accord, c'est vraiment du CO2 biogénique qui à l'initial a été piégé par la photosynthèse, dans la phase de photosynthèse des plantes. C'est important de le rappeler. C'est très important je pense. Et donc les initiatives qu'il y a autour du CO2 en fait elles permettent d'abaisser encore plus l'impact carbone que va avoir la filière méthanisation. Donc je crois que ça, c'est vraiment quelque chose, un message qu'il faut faire passer, qui est important parce que les acteurs de la filière ne cessent en fait, de répéter ce message, mais je crois qu'il est vraiment important. Donc les autres initiatives qu'on peut retrouver, donc il y a effectivement cette filière où on vient valoriser directement le CO2. Après, il y a d'autres initiatives qui consistent notamment à le complexer avec de l'hydrogène pour à nouveau faire du méthane. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le procédé de méthanation, cette fois, pas de la méthanisation, c'est de la méthanation. Et donc ça, c'est une réaction qui se fait soit via un catalyseur chimique, soit via un catalyseur biologique. Et on est capable de produire, par exemple, de l'hydrogène à partir d'énergies renouvelables, de le complexer avec le CO2 d'une méthanisation pour à nouveau faire du méthane qui sera injectable, donc du gaz vert qui sera injectable dans le réseau. Donc voilà, ça c'est une innovation qui est aujourd'hui au stade du démonstrateur. On a encore peu de sites équipés de cette technologie au niveau industriel. On est au stade du démonstrateur, mais il y a plusieurs démonstrateurs en France et en Europe qui sont à l'étude et qui sont en cours de finalisation avec des résultats qui sont très prometteurs. Pascal Serra, une réaction par rapport à la méthanation ? Non, c'est vrai, c'est une info importante et merci à Pierre d'avoir rappelé cette problématique de la photosynthèse et d'où vient le CO2 parce que c'est vraiment essentiel pour comprendre le mécanisme. Effectivement, on a aussi accompagné donc des projets de méthanation. On est des petits poussets là, pour accompagner ce type de projet. Il faut dire aussi que cette réaction de méthanation, Pierre vient de le dire, donc ça permet avec une combinaison donc de CO2 de créer du CH4 qui va être stocké sur le réseau. Et la réaction inverse existe, c'est-à-dire qu'on peut retransformer de la même manière du CH4 en faisant notamment le processus, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut reproduire de l'électricité. Donc on peut dire que ce procédé-là de méthanation, qui va donner donc du gaz naturel, enfin du biogaz, va permettre dans l'autre sens, quand ce sera nécessaire, c'est une manière de stocker de l'électricité. Voilà. Donc à réfléchir pour l'avenir dans le mix énergétique global et il faut l'encourager bien entendu. Petite question peut-être transversale pour tous les trois. Quels sont d'après vous les principaux défis à relever pour encore aller plus loin dans l'innovation autour de la méthanisation, dans la décarbonation, la valorisation du CO2 ? Quels sont les défis de demain ? À part avoir plus de temps, j'ai compris, mais ça... Moi, ce que je crois vraiment, on est au sommet de l'élevage, on va parler de l'agriculture, c'est les pratiques agricoles qu'il faut faire évoluer via la méta. C'est un bon vecteur, la méthanisation, pour se poser les bonnes questions sur nos flux, sur nos fermes. La méthanisation, c'est des rentrées, des sorties, ça fait réfléchir aux flux, c'est pour ça que je parle de ça. Et en maîtrisant mieux ces flux, on va mieux gérer nos consommations
nos productions, on va réduire les coûts et être plus compétitifs. Et autour de ça, toutes les solutions qu'on vient de dire nous permettront de mieux valoriser nos produits, parce qu'on aura les moyens de mieux les valoriser. Aujourd'hui, c'est vraiment essentiel, parce que si la filière agricole arrive toujours à survivre aujourd'hui dans l'état qu'elle est, je ne suis pas sûr que demain, face au défi qu'elle a, le changement climatique principalement, on s'en sorte mieux. La méta amène cette résilience sur les fermes, que ce soit de l'élevage, que ce soit du céréal. On a toujours plus de possibilités quand on a un méthaniseur qu'on ne l'a pas. Et dans ces possibilités-là, c'est l'innovation qui va faire la différence, de mieux valoriser des fourrages, des effluents, tout ce qu'on peut avoir. C'est vraiment le déclencheur pour aller plus loin. Pierre Fontani. Oui, moi je pense que l'idée, hein, on voit que donc à l'initial, hein, c'est l'exploitant de toute façon qui innove et c'est lui qui sera en fait le chef de file, le guide. Nous, on a beaucoup parlé de catalyseur. Nous, en tant que bureau d'études, on a un catalyseur. On essaie d'amener de l'information, on essaie d'amener de la technologie, on essaie d'amener du conseil. Voilà, quand il y a ce besoin, GRDF intervient encore différemment, mais c'est en fait l'association de ces compétences, toujours l'esprit d'innovation, effectivement, qu'on retrouve beaucoup en France aussi, hein. Moi, j'insiste, mais on est vraiment un pays d'invention et il faut développer ça. Donc, voilà, c'est cet assemblage, en fait, qui va faire que demain, on va aller vers encore plus d'intérêt pour la filière et plus de performance, qu'elle soit environnementale, économique, pour pouvoir faire en sorte qu'elle perdure et qu'elle soit viabilisée sur le long terme. Pascal Serra. Alors, je ne voudrais pas avoir le mot de la fin, Laetitia, mais effectivement, moi, je souscris complètement à l'idée de mon voisin. L'économie circulaire, la gestion des flux, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ça fait garder les pieds sur terre, voilà, si je peux le formuler ainsi. Et puis, je pense qu'il y a probablement, si j'avais un vœu à formuler, c'est l'évolution de la réglementation aussi par rapport à toutes ces idées, et notamment pour accompagner les porteurs de projets pour que ce soit plus facile, plus rapide, et que ça leur offre plus de possibilités en matière d'innovation et puis en matière de gestion de l'exploitation aussi. Et vous, Julien, si vous aviez une petite baguette magique, ce serait quoi votre vœu ? Une augmentation des tarifs de rachat. Non, clairement, oui, il y a encore besoin de soutenir les énergies renouvelables, parce que même si on est sur une phase de consolidation de la filière, on a besoin de plus d'unités, d'asseoir cette filière-là. Donc effectivement, des tarifs plus intéressants serait vraiment bien. De l'évolution dans la législation, c'est clair qu'on peut aller vers plus de performance aussi, mais c'est une vraie réflexion des pratiques qu'il faut avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. On a la possibilité de prendre quelques questions. Donc si les personnes qui sont présentes devant nous veulent poser une question à l'un ou l'autre de nos intervenants sur ce sujet de la méthanisation, n'hésitez pas, puisqu'ils sont disponibles pour y répondre. Ne soyez pas timides. Je viens vers vous avec un micro. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main. Ils sont timides. Non, pas de questions. Très bien. Ben, merci beaucoup. On va clôturer notre table ronde. Merci à tous les trois pour votre présence ce matin et bonne continuation dans vos projets.